Monsieur de Worms commandait les armées combinées contre nous. S'il avait eu un peu de résolution, il nous aurait encore battus et il se serait peut-être rendu maître de Strasbourg. Mais je croyais avoir beaucoup d'amis en Alsace. Il s'imagina que le régime des Jacobins et ses intrigues lui jetteraient dans les bras toute la province. Il se trompait. On détestait encore plus les Autrichiens que les révolutionnaires, car on était français en Alsace. Tandis qu'ils tramaient d'obscures intrigues, l'armée respira et les frontières les fut sauvées. Enfin, un général en chef nous fut annoncé, mais l'étonnement fut extrême quand nous entendîmes prononcer le nom de Pichegru. Ce général était complètement inconnu à l'armée. Après beaucoup de renseignements, nous apprîmes qu'il avait un commandement obscur dans le département du Haut-Rhin, qui sortait de l'artillerie, où il avait servi en qualité de sous-officier, et qu'il avait été peu de temps avant chef de division au ministère de la Guerre. Ce nom de Pichegru, qui fut bientôt après célèbre en France et dans toute l'Europe, était prononcé avec dédain, et même avec une sorte de dérision, par tous les autorités de l'armée. Mais peu de choses suffiront pour lui conquérir l'estime générale. Je faisais encore partie de l'état major. J'ai vu un des premiers. C'était un homme de 35 ans, d'une taille moyenne, et qui avait de beaux yeux pleins de feu et d'intelligence. Le maintien militaire est une calme imperturbable. Il commença par établir l'ordre dans l'armée et par rectifier autant que possible tout ce qui, sa position, avait de défectueux. Il rendit aux troupes la conscience de leur force, leur palais, de leur devoir sans phrase et leur promit des succès sans exagération. L'hiver était dans toute sa rigueur, et les obstacles multipliés, mais communs aux deux armées. Les Prussiens et les Autrichiens vivaient mal ensemble. Leurs chefs se détestaient. Monsieur de Worms se montrait timide et irrésolu. Il fallait donc profiter de toutes les chances que nous offrions des dispositions pour attaquer et parvenir à débloquer la place de l'anneau. Nous reçûmes bientôt des renforts et Saint-Just, membre du comité de salut public, arriva brusquement à l'armée. La conduite de ce jeune homme nous révéla l'existence d'un gouvernement terrible par son énergie. Lorsqu'on ne croyait avoir qu'une assemblée turbulente et sans but, Saint-Just fit de sévères réprimandes à ses collègues, et on éloigna plusieurs. Il se fit en même temps rendre compte des causes de la perte des lignes de Weissenburg, fit arrêter plusieurs généraux et 8 ou 10 chefs de corps, de sorte tomba sur les pauvres gentilshommes qui n'avaient pas encore quitté l'armée. Un tribunal des sangs les condamna et ils furent fusillés à la tête de l'armée. Cette cruauté était inutile, car il n'y avait point de trahison, et la perte des lignes était moins due aux généraux qu'aux mauvaises mesures des commissaires de la Convention. Mais Saint-Just avait lu que les Romains s'étaient quelquefois bien trouvé d'employer une sévérité cruelle pour rétablir la discipline dans leurs troupes. Et cet homme qui se croyait le génie de Sylla, parce qu'il enlevait la froide barbarie, vint préluder à tous les massacres dont il devait couvrir la France quelques mois plus tard. Il crut cependant établir une compensation en frappant le président de l'atroce tribunal qui venait d'employer. C'était un misérable prêtre étranger nommé Schneider, qui se faisait appeler le marin du Rhin. Depuis plusieurs mois, revêtu des titres de président du tribunal,
et des généraux de l'armée révolutionnaire. Il épouvantait la sasse de ses côtés et de ses débauches. Il parcourait toute la province suivi des juges, des vrais bandits et des soldats bureaux, une guillotine, attelée comme une pièce d'artillerie légère. L'accompagnait partout, et quand il arrivait dans une ville, pas un seul habitant ne pouvait espérer d'échapper. Le sexe, l'âge, la beauté, l'éclat d'un homme ou de la fortune, tout était crime aux yeux de ces brigands. De tous les hommes féroces qui se sont signalés à cette époque, Schneider fut peut-être celui qui avait le plus de ressemblance avec Néron. La vue des supplices et du sang répandu lui causait une émotion qui ressemblait à la volonté, les traits de barbarie de ce monstre sont empreints d'une originalité qui fait frémir, et l'on voudrait les révoquer en doute si le témoignage unanime de 100 000 habitants et les faits matériels n'étaient pas irrécusables preuves. C'est juste fierté, et l'on voyait donc les cachots de Paris. Il y fut condamné, non par ses crimes, mais comme complice de conspiration des prisons qui n'existaient pas, dont la justice était outragée dans ces temps déplorables.